Le barrage républicain est-il conforme à la souveraineté populaire? Petite question que je me posais, puisqu'évidemment, avec tous ces apparatchis politiciens et leurs petites tambouilles, on a vraiment le sentiment que l'électeur, le citoyen, est complètement mis à l'écart du processus électoral. Or, dans une démocratie, l'onction légitime, c'est notamment le scrutin. On m'avait d'ailleurs dit un jour, lorsque je m'étais présenté à l'Assemblée nationale, vous savez, le seul diplôme dont vous avez besoin pour être député, c'est l'élection. En d'autres termes, c'est donc l'alpha et l'oméga. Et pour autant, on a vraiment le sentiment parfois que ce n'est pas forcément la condition sine qua non pour avoir un mandat. On va revenir dessus dans un instant. C'est le Flash Info. Et bien évidemment, chaque lundi à 20h30, vous avez ce Flash Info en direct. Alors je vous invite à vous abonner. Vous êtes dorénavant plus de 70 000 à nous avoir rejoints sur cette chaîne. On vous en remercie. Et évidemment, on va continuer de décortiquer l'actualité juridique et revenir aujourd'hui sur le barrage républicain. Alors, évidemment, votre serviteur ici présent a été regardé si on avait une définition juridique du barrage républicain. Évidemment, non, c'est bien une notion totalement politique. On est ici dans une pratique qui va permettre, lors d'un second tour à une élection, de se retirer ou en tout cas de ne pas maintenir sa candidature afin de favoriser l'élection d'une tierce personne. C'est donc, en d'autres termes, un candidat qui va chercher à favoriser un autre candidat afin de pouvoir s'opposer à l'arrivée au pouvoir d'un candidat jugé extrême, peu recommandable. Et bien entendu, avec les derniers événements que nous avons vus, on peut se demander si finalement tout ce qui n'est pas dans l'arc républicain, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas macro-compatible, ne serait pas considéré comme un extrême. Donc je mets ici évidemment l'extrême droite et l'extrême gauche sur le même plan, puisque évidemment aujourd'hui, ce sont les deux partis que l'extrême centre cherche à abattre. Et on verra lors des prochaines élections municipales, dont on aura le plaisir de décortiquer les enjeux lors de l'émission de la semaine prochaine, eh bien nous verrons comment vont se comporter les candidats face à l'arrivée potentiellement imminente au pouvoir d'un maire qui pourrait s'apparenter à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Ici, encore une fois, on voit que le barrage républicain désigne ses ennemis en fonction, évidemment, des enjeux politiques du moment. Alors, comme il n'y a pas de définition juridique, j'avais envie qu'on revienne rapidement sur les règles du scrutin. C'est quoi les règles du jeu? C'est ça, en d'autres termes. Lorsqu'on parle des règles du scrutin, on va parler des règles du jeu pour faire en sorte que un maire et son équipe, qui est donc le conseil municipal, arrivent au pouvoir d'une commune. Alors ici, on va se reporter évidemment au code électoral. Comme je vous l'ai dit, je suis avocat et donc évidemment, je suis là pour vous expliquer comment les règles de droit fonctionnent et comment, dans la pratique, ces règles peuvent être parfois écarté, amélioré, performé, voire totalement non appliqué, ce qui est bien malheureusement souvent le cas. Alors ici, c'est l'article L253 du Code électoral qui va concerner d'abord les communes de moins de 1000 habitants. Communes de moins de 1000 habitants, les règles de jeu sont un peu différentes. Le principe, c'est toujours 2 tours, mais si au premier tour, vous avez la majorité absolue, eh bien, vous êtes élu à condition, et là, c'est évidemment une petite particularité, qu'il y ait au moins un quart des électeurs inscrits qui se soient prononcés sur l'élection. Donc on voit ici qu'il y a un quorum minimum d'électeurs qui doivent venir se présenter aux urnes. Autrement, les conditions du premier tour ne sont pas remplies et vous partez au deuxième tour. Au deuxième tour, pas de souci non plus. Là, ici, le premier candidat qui obtient la majorité relative a la majorité des sièges au conseil municipal. Dans les communes de plus de 1000 habitants, qui vont concerner évidemment une très grande partie de ceux qui nous regardent aujourd'hui, et d'ailleurs, si vous nous regardez, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Plus de 50% d'entre vous n'êtes pas abonnés, alors que vous venez régulièrement sur cette chaîne. Ça va nous donner vraiment un beau coup de pouce et nous permettre d'avoir une meilleure visibilité. Donc, je vous invite à le faire. Dans les communes de plus de 1000 habitants, ici, c'est la même chose. On a 2 tours. Un premier tour, si vous avez la majorité absolue des scrutins des électeurs qui se sont prononcés, et bien dans ce cas-là, vous remportez ce qu'on appelle la prime majoritaire. Vous avez donc la moitié des sièges du conseil municipal. La répartition étant ensuite, donc l'autre moitié étant répartie entre les différentes listes, ce qui permet d'avoir quand même une certaine opposition au sein des conseils municipaux. Et donc, les autres sièges sont ensuite répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. Donc, on va calculer la proportion de scrutins recueillis par chacune de ces listes, et ça déterminera les sièges qui seront attribués à chacune de ces listes.
Alors évidemment, c'est quand même assez rare hein, qu'on ait au premier tour une majorité absolue, donc on peut avoir très souvent un second tour. Il faut dans ce cas-là avoir au moins 12,5% des voix pour pouvoir se présenter au second tour. La liste qui obtient le plus grand nombre de voix reçoit ce qu'on appelle la prime majoritaire. Donc là, vous avez 50% des sièges du conseil municipal. Et puis, à charge pour les autres listes eh bien, de se répartir en fonction du nombre de voix qu'elles ont reçues, les sièges restants. Voilà comment les choses se passent. Alors, quand on pense au barrage républicain et qu'on a un peu de culture, ce qui arrive ici évidemment, eh bien, ça va forcément vous rappeler ce qu'on appelle les règles de l'apparentement. L'apparentement, là, je vous renvoie vraiment, pour ceux qui ont fait un peu de droit hein, sur vos cours de première année, l'apparentement, ce sont les règles de la 4e République. C'est notamment une loi du 9 mai 1951 qui, pour les élections législatives, avait institué ce qu'on appelle les apparentements. Alors, ces règles avaient pour objectif de permettre à plusieurs listes de déclarer un apparentement. En d'autres termes, vous étiez au premier tour opposés, évidemment, entre vous, et puis vous cherchiez à vous opposer à l'arrivée d'une liste considérée comme extrême. À l'époque, c'était notamment le Parti communiste français, le PCF, et donc les listes pouvaient considérer qu'elles se présentaient comme un apparentement, c'est-à-dire qu'elles fusionnaient ensemble, le temps, évidemment, de recueillir la majorité absolue des sièges, ce qui permettait d'exclure tous les autres partis qui n'avaient pas obtenu cette majorité. Et enfin, les listes apparentées pouvaient enfin se répartir entre elles les différents sièges applicables à une circonscription. On parlait ici, hein, quand on parle des apparentements, je ne l'ai pas précisé, mais c'était les élections législatives de l'époque, hein, de la 4e République. Donc, si l'ensemble des listes apparentées obtenait la majorité absolue des suffrages exprimés dans une circonscription, elle ne se voyait pas attribuer la moitié des sièges, mais bien la totalité, à charge pour elles ensuite de se répartir entre elles selon, évidemment, le nombre de voix qu'elles avaient chacune recueillies. Et ce système, ça permettait de refuser la représentation de certains partis jugés extrêmes. Alors là, encore une fois, les intentions étaient certainement louables, mais on voit bien qu'il y avait quand même une partie des votes des électeurs qui n'étaient pas représentés, ce qui, évidemment, est assez problématique dans un système démocratique. Alors, le système des apparentements n'a pas été repris avec la Ve République, qui a cherché à mettre en place une certaine proportionnelle. C'est-à-dire, c'est une des rares élections, hein, les élections municipales, où vous avez le respect de la proportionnelle. On a donc la possibilité d'avoir quasiment tous les partis représentés à partir du moment où vous avez un certain quorum de représentativité. En d'autres termes, on ne peut pas comparer le barrage républicain aux apparentements. Pourquoi ? Parce qu'un barrage républicain, ça fonctionne comme ça, notamment pour les élections municipales. Vous avez donc plusieurs listes qui vont recueillir une partie des suffrages prononcés par les électeurs, et donc va se poser la question de la liste favorite, RN ou LFI, et donc derrière la possibilité pour des candidats de s'entendre entre eux pour permettre de s'opposer à l'arrivée au pouvoir de cette même liste. Ici, vous avez deux solutions. Soit vous retirez votre liste parce que ça va disperser les voix et donc vous voulez favoriser le recueil des suffrages qui vous sont favorables pour la liste qui vous considérez comme la plus légitime. Mais dans ce cas-là, difficulté pour les élections municipales, c'est que si vous ne vous présentez pas au second tour, eh bien, vous n'avez aucun siège au conseil municipal. Soit, deuxième chose, et à mon avis, c'est ce qu'on verra durant les élections municipales, vous faites une fusion de listes. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, vous fusionnez vos listes de manière à ce que l'ensemble des électeurs qui se reconnaissaient dans vos idées puissent voter pour vous et ainsi s'opposer à l'arrivée au pouvoir des partis minoritaires. Alors ici, ils ne seront pas totalement exclus, puisque, je le rappelle, on est à la proportionnelle dans les élections municipales. Donc des partis comme LFI ou RN pourront avoir quand même une certaine présence dans les conseils municipaux. Mais évidemment, grâce au barrage républicain, il y aura véritablement eh bien, des partis qui ne pourront pas arriver au pouvoir dans certaines municipalités. Alors, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas le débat. La question, c'est est-ce qu'on respecte finalement le choix des électeurs? Ça, c'est une vraie question à laquelle il faut vraiment se poser. On va partir du postulat suivant. Vous avez en démocratie deux types de suffrage, deux types de souveraineté. La souveraineté, c'est celui qui décide, c'est celui qui est le puissant en ces lieux, celui qui va véritablement décider de la politique municipale. C'est le souverain. Alors, dans une démocratie, on peut choisir soit le peuple, soit la nation. La différence, c'est Rousseau, Sieyès de chaque côté. Rousseau considère que le peuple, c'est l'ensemble des citoyens qui sont en âge de pouvoir voter. Sieyès considère que c'est la nation, et la nation, c'est les générations antérieures, les générations futures, les générations présentes. En d'autres termes, les représentants de la nation peuvent avoir une position qui est différente des électeurs parce qu'ils représentent
une entité qui les dépasse. C'est une certaine façon, hein, CIS, de considérer que les représentants peuvent avoir une position qui va parfois être contrariante pour les électeurs. Et comme ils sont les représentants de la nation, ils n'ont pas à obéir, il n'y a pas de mandat impératif par rapport aux électeurs. Alors vous me direz, dans la Ve République, est-ce qu'on est dans un suffrage, dans une souveraineté populaire ou dans une souveraineté nationale? Ben, je vous laisserai aller voir l'article 3 de la Constitution, hein, qui répond très bien à la question et qui nous dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. En d'autres termes, ils n'ont rien compris. Non, c'est pas qu'ils n'ont rien compris, c'est qu'ils ont fait un mélange, ils ont pris des règles qui les arrangeaient de chaque côté. Moi, ici, je rejoindrai totalement la position d'Étienne Chouard, qu'on aura le plaisir d'ailleurs de recevoir sur cette chaîne très bientôt. Étienne Chouard qui avait expliqué qu'évidemment, la Constitution était une sorte de prison qui nous enfermait, puisqu'il y avait les représentants du peuple qui aujourd'hui ne représentent que leurs intérêts. Et c'est vraiment ce que ça souligne ici, les barrages républicains. Qu'est-ce que c'est que le barrage républicain? Ben, c'est l'idée de dire, en fait, vous votez mal. Et comme vous votez mal, on va vous expliquer entre politiciens, parce que nous, on sait ce qui est bon pour vous, qui sont ceux qui vont pouvoir prendre le pouvoir. C'est ça, un barrage républicain. Évidemment, c'est quand même assez antidémocratique, puisque derrière le vote des électeurs n'est finalement que secondaire. Il va venir confirmer une volonté politique, puisqu'évidemment, quand vous n'avez plus que deux listes qui sont en liste, qui sont en compétition, votre choix en tant qu'électeur est quand même assez réduit. Mais surtout, si vous aviez voté pour une liste et qui se retrouve soit absorbée, soit qui se retire, bah, finalement, votre vote n'a pas véritablement d'impact. Il ne va pas changer la politique d'une commune. C'est ici que se pose le problème de la représentativité. Parce qu'évidemment, si on pouvait entendre dans les facs de droit en 2010, lorsque je suis arrivé à la fac, que la démocratie telle qu'on pouvait la vivre en Suisse n'est pas applicable en France, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas avoir un conseil municipal qui réunit l'ensemble des électeurs présents, ce qui évidemment serait la définition primaire de la démocratie, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui se réunissent et qui, ensemble, à la majorité, vont décider des règles qui vont s'appliquer entre eux. Alors, c'était évidemment un argument qui était assez fort, qui était de dire on ne peut pas se retrouver dans un hémicycle et avoir tous les électeurs d'une commune, d'une nation, d'un département qui pourraient prendre des décisions ensemble. Alors, ça, je vous dirais, oui, c'était peut-être possible en 2010. Mais aujourd'hui, à l'heure où on a tous des iPhones et où on nous demande de tous nous identifier et de créer une identité numérique, je pense qu'on pourrait vraiment revoir considérablement la question de la représentation des élites politiques du peuple. Alors, évidemment, je n'ai pas la réponse à la question, mais quand je vois cette petite tambouille politique, j'ai vraiment le sentiment que l'électeur est vraiment le dindon de la farce. Finalement, son vote et son choix n'est pas véritablement déterminant, puisqu'on va s'arranger entre nous. Et là, on l'a vraiment ressenti pendant les élections législatives. Vous avez quand même une très grande majorité des électeurs qui, à tort ou à raison, ont appelé le Rassemblement national devant les urnes et qui aujourd'hui sont quand même sous-représentés par rapport au nombre de votants et par rapport au nombre de personnes qui ont voté pour eux. Je ne sais pas si ça aurait été aussi bien accueilli, si ça avait été LFI, ou LFI ou l'extrême centre, encore une fois, qui avait recueilli une très grande majorité et qui avait vu des extrêmes s'allier entre eux pour justement empêcher cette représentativité arriver devant l'Assemblée nationale. Donc c'est une vraie question que je pose. Je pense que la démocratie représentative a connu ses limites. Aujourd'hui, elle est un simulacre puisque le peuple n'a véritablement jamais l'occasion de s'exprimer. Et quand il le fait, on lui explique que ce n'est pas forcément ce qui va compter. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, abonnez-vous. Et on va enchaîner tout de suite avec notre émission du jour, Instruction en famille. À tout de suite.